Frédéric Bizard, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être ici parmi nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour nos lecteurs? Oui, merci Bruno Salomon pour cette invitation. Donc moi je suis Frédéric Bizard, je suis professeur d'économie à l'École supérieure de commerce de Paris et j'ai créé l'Institut Santé qui est un centre de recherche dédié à la refonte du système de santé, puisque je travaille depuis plusieurs années maintenant sur les modèles de protection sociale en général et de santé en particulier. Et donc je travaille sur la refonte du système. Et la création de l'Institut Santé nous a permis de faire un travail d'intelligence collective en prenant les sensibilités les plus diverses du système, en faisant de l'interdisciplinarité, en prenant évidemment beaucoup de professionnels de santé, en prenant des sociologues, des économistes, des philosophes, puisque la problématique de la santé, qui est un système de santé, est incrustée dans la société, donc il faut avoir une vision large, complète de la société. Voilà un petit peu quelles sont les activités. Donc je publie, j'ai publié en novembre 2024 je dirais le dernier livre qui correspond à la dernière phase pour l'Institut Santé, qui est de rendre accessible cette refonte du système de santé sous forme d'un roman politique. Justement, ce livre, Les itinérants de la santé, suscite beaucoup d'intérêt. Pouvez-vous nous dire comment est née la genèse de ce livre? Qu'est-ce qui l'a amené Donc c'est dans l'histoire de l'Institut Santé créé en 2018 où on avait défini 3 phases dans cette histoire. La première phase qui est un travail en interne. Avant de communiquer quoi que ce soit, il faut évidemment déjà construire une plateforme de proposition. C'est ce qu'on a fait en 2 ans avec au début une cinquantaine de personnes qualifiés sur différents sujets. Et donc on a sorti une première plateforme de proposition avec un premier livre qui était alors La réforme de la santé, c'est pour quand, avec une introduction dédiée au président de la République, un appel à la réforme. Ça, c'était la première base. La deuxième phase a été ensuite pour les 2 prochaines années. Il y a eu les années Covid, mais ça ne nous a pas tellement gênés parce qu'on a pu le faire à travers les visioconférences. C'est une phase de réflexion avec l'extérieur de l'Institut Santé, sous forme de conférences de consensus auprès d'une quinzaine de cibles, des maires, des présidents de conseils départementaux, évidemment des professionnels de santé, évidemment des associations de patients. Bon, on a brassé les idées comme ça pendant 2 ans, en posant l'existant de ce qu'on avait produit, de ce qui avait été produit par d'autres, sous forme d'une conférence de consensus qui est assez connue dans le secteur médical. Et donc on est arrivé à une deuxième plateforme, plus élaborée, plus consensuelle, qu'on a sorti sous forme d'un livre qui s'appelle L'autonomie solidaire en santé. Et là, on est dans la dernière phase, qui est la phase de diffusion, d'éducation, et d'essayer de convaincre les professionnels de terrain, parce qu'on pense qu'il n'y aura pas de réforme s'il n'y a pas une conviction partagée parmi les professionnels qu'il y a besoin de cette réforme, et de compréhension, on va en parler, dire 2 mots sur quels sont les grands axes, et puis évidemment auprès de ceux des personnels politiques, auprès des dirigeants des différentes fédérations, syndicats et autres. Et là on est dans cette phase, donc c'est pour ça qu'on a publié chez Michelon, mais qu'on a écrit ce livre sous forme de roman politique, c'est-à-dire peut-être qu'on posera la question après, mais sur quelque chose qui peut être lu par tout le monde. Parce qu'encore une fois, soit on arrive à au moins exprimer clairement et simplement ce que sera le système de santé demain, ce qui devrait être aujourd'hui. On n'est pas sur une approche à 20 ans. C'est la santé du 21e siècle. Nous sommes déjà en 2025 et nous sommes sur un modèle inventé mi-20e siècle. Donc on est en retard. On est un des derniers pays à ne pas avoir touché structurellement à notre système de santé. Et donc c'est pour ça qu'on essaye d'accélérer la réalisation de cette refonte. Le titre de ce livre est assez frappant. Qui sont ces itinérants de la santé? Les itinérants de la santé, je crois que tout le monde, on a en fait autour de lui, c'est-à-dire évidemment plus dans certaines régions que dans d'autres, mais on est déjà un pays où des gens prennent le train, l'avion, pour aller à des rendez-vous médicaux, pour aller à des IRM, pour aller... donc ils sont itinérants pour aller chercher le professionnel de santé adéquat
ou le centre médical ou l'établissement de santé adéquat par rapport à la problématique de santé. Donc nous y sommes déjà, 10 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant, forcément ça en fait beaucoup d'itinérants. On sait bien que les spécialistes, aussi dans certaines spécialités, il y a une désertification médicale importante. Il y a des départements sans dermatologue, sans gynécologue, enfin on en est là. Alors, on a pris ce titre aussi parce que, en quelques mots, le livre est structuré, donc c'est un roman, donc on a créé une fiction avec une famille, la famille Grandet, qui a 4 générations, et on raconte dans un pays qui a eu un grand système de soins au XXe siècle, mais qui n'a pas fait la réforme, et donc qui voit son système de soins se déliter. Vous voyez ce qu'on met en arrière-plan. Eh bien, cette famille, elle a de plus en plus de mal à se soigner. Les 4 générations, plus de 75 ans, 50-75 ans, 25-50 ans et les moins de 25 ans. Donc, on raconte ce qui se passe pour cette famille-là, évidemment en expliquant pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une pédagogie sur le diagnostic, sur la raison de ce délitement. Et puis, en parallèle, pour chaque génération, on a créé un autre pays qui, lui, vient à peu près du même contexte, du même background, c'est-à-dire un pays qui a eu un excellent système de soins au XXe siècle, mais lui qui a fait la réforme nécessaire au début du XXIe siècle. Et donc il bénéficie de cette réforme, et donc on voit en miroir ce qu'est un pays, évidemment, encore une fois, proche du premier, ce qu'est un pays où la réforme a été faite et comment cette réforme se traduit concrètement, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans une phase théorique d'essayer de conceptualiser la réforme, on est dans une phase d'appliquer la réforme aux citoyens d'un pays et de montrer en quoi ça change concrètement les autres. C'est-à-dire de le montrer pour les usagers et de le montrer pour les professionnels et de le montrer pour les politiques et de le montrer pour les hauts fonctionnaires. C'est-à-dire que on s'acharne depuis une trentaine d'années à essayer, puisqu'on fait plein de choses depuis une trentaine d'années, et d'ailleurs souvent des choses qui vont dans la bonne direction, mais la chose c'est que ce ne sont pas des réformes structurelles qui permettent de basculer vers un nouveau modèle. Donc on reste dans l'ancien modèle qu'on essaie de tordre. Je viendrai voir ce qu'il faut, vers où il faut aller. Mais on le tord pour essayer de gérer des parcours de patients chroniques, alors qu'il n'a pas été pensé pour ça. On essaie de faire un petit peu de prévention, donc de dire, voilà, de tordre le système pour ça. On essaie d'être innovant avec toutes les technologies, mais on voit bien qu'on n'arrive pas à diffuser les technologies. Donc on voit bien qu'on essaie de rester dans l'ancien modèle qui n'a pas été conçu pour ça, et donc avec des résultats qui sont très très décevants, encore une fois, pour les bénéficiaires du système, pour les usagers, qui voient eux plutôt le système régresser, alors que les pouvoirs publics ont l'impression de mettre toujours plus d'argent, de faire des réformes, de faire des choses. Donc vous voyez, il y a cette explication à donner, qu'on donne dans le livre. Encore une fois, voilà ce qui se passe quand vous n'avez pas fait la réforme. Ça ne veut pas dire que tout va mal et autres, mais enfin, le système décline et déclinera. Et ça finira par un système qui ne sera plus un système universel. Vous aurez un système public d'un côté, un système privé de l'autre, mais nous ne serons plus dans le même système de santé. Vous parlez de démocratiser le débat sur la santé. Et en quoi le livre peut-il y contribuer, à votre avis ? Alors, on aborde les points clés de la réforme, ouais. Donc les auditeurs comprennent bien de quoi on parle. Mais pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que, d'abord, vous allez voir, la réforme de la santé revient un peu à démocratiser la santé. C'est-à-dire qu'on est sur un système, et ça c'est vrai pour tous les risques sociaux. Les risques sociaux. On est sur un système qui était basé sur des risques courts. La retraite était relativement de courte durée, les années 70, moins de 10 ans. Vous étiez au chômage assez peu, et quand vous l'étiez, c'est assez peu longtemps. Quand vous étiez malade, malheureusement, s'il y avait une pathologie grave, on n'avait pas grand-chose pour vous soigner. Ça ne durait pas très longtemps, et c'était surtout des pathologies aiguës, donc courte durée. Bon. Donc on était dans une protection sociale qui était passive, où en fait le système, l'offre s'occupait de la gestion du risque pour l'usager. Or on a basculé dans ce nouvel environnement, ça c'est la transition épidémiologique, où en fait le risque s'allonge, ne cesse de s'allonger, et pour de bonnes raisons. En fait, si vous voulez, la réforme de la santé, elle est à faire, en fait, quasiment que pour de bonnes raisons. Parce que la population vieillit, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle,
mais encore faut-il qu'elles vieillissent en bonne santé, parce que le risque social s'allonge, c'est-à-dire que vous êtes à la retraite 25 ans plutôt que moins de 10 ans, vous êtes entre guillemets malade ou on vous guérit, mais vous restez en vie pendant des années si vous avez souvent, et parmi les pathologies les plus graves, on soigne un peu plus de 50% des cancers aujourd'hui, les risques cardiovasculaires, des gens peuvent vivre avec une insuffisance cardiaque pendant des années, bref. On arrive à prolonger ça. Mais là, ça change le pilote qui est dans l'avion. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se dire « moi, je reste passif, alors je suis le porteur de risque, et je laisse le système gérer le risque pour moi ». Encore une fois, c'est vrai pour tous les risques sociaux. Donc il faut passer par une protection sociale active. Mais ça ne se fait pas comme ça. Alors qu'on a vécu pendant des années, en fonction des générations, on a vécu pendant des années dans un système qui vous poussait à la passivité. Il faut maintenant qu'on vous dise, en fait, il faut vraiment s'investir dans cette zone. Donc ça nécessite, on le verra, beaucoup d'éducation à la santé, ça nécessite un système de financement qui soit adapté pour que tout le monde puisse avoir, on verra, mais ça nécessite une chose clé, qui est de faire ce qu'on a fait pour le travail, donc on est capable de le faire en 2018, c'est de l'investissement social en santé, c'est-à-dire l'investissement dans le capital humain. C'est la notion défendue par Amartya Sen, un prix Nobel d'économie, c'est la notion de capacité. C'est-à-dire que c'est pas parce que on vous donne X euros ou un service on donne un service à 2 personnes que les 2 personnes vont tirer les mêmes bénéfices. Parce que les 2 personnes n'ont pas forcément les mêmes capacités pour utiliser ce service à leur fin, à la fin pour laquelle il était dévolu, à ses propres bénéfices. Donc il faut investir dans le capital humain. Je compare avec le travail, parce qu'on l'a fait, donc on doit être capable de le faire. C'est-à-dire qu'on a mis 15 milliards sur la table sur l'investissement social au travail, c'est-à-dire les compétences, plan d'investissement compétences, on avait appelé PIC. Et c'est pas pour rien que le chômage a baissé structurellement, malgré une phase de croissance économique relativement faible. Parce qu'on a rendu les individus beaucoup plus capables de gérer ce risque chômage. Parce que je rappelle que le problème, c'est pas de tomber au chômage, le problème, c'est de ne pas retrouver un emploi. Donc c'est de garder les bonnes compétences en adéquation avec le marché du travail. Et bien la santé, c'est pareil, il faut armer les individus pour qu'ils reportent le plus tard possible l'entrée dans la pathologie. On mourra tous, on ne sera pas tous forcément malades avant de mourir, mais pour la plupart du temps, on a quand même quelques pathologies avant de mourir, mais l'enjeu, avec ce vieillissement de la population, c'est de maximiser l'espérance de vie sans incapacité. Chose dont on ne s'est jamais préoccupé jusqu'à maintenant, et je rappelle que les dernières données sorties il y a 3 semaines de l'INSEE, de l'INSEE et de l'adresse, nous rappellent, qui est le service de recherche économique du ministère, nous rappelle que chez les hommes, de 2010 à 2023, seuls 30% de la hausse de l'espérance de vie a été en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé chez les hommes est aujourd'hui de 63,7 ans. D'accord, il était autour de 63 ans en 2010. Et chez la femme, c'est 0%. Chez la femme, l'espérance de vie en 2010 en bonne santé, c'était 64,2 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé chez la femme, 64,2 ans. Donc vous voyez bien, et ça c'est par hasard, mais ça, c'est un élément absolument clé de l'explosion des soins et des pathologies chroniques. Plus 3 millions depuis 10 ans, c'est-à-dire plus 300 000 de plus. Aujourd'hui, vous avez 13 millions, soit à peu près 20% de la population, qui ont une ou plusieurs affections de longue durée. Et donc c'est ça qui met une pression colossale en matière de soins et qui nous met dans un déséquilibre structurel financier de l'assurance maladie. Concrètement, quelles sont les solutions à mettre en œuvre pour ne pas arriver à ce scénario catastrophe du pays qui n'a pas fait la réforme? Alors, d'abord comprendre la nature de la crise. Quand on ne regarde pas un peu sous le capot, on a tendance à dire, et beaucoup de gens le disent, en fait on a une crise de ressources. Mais finalement on manque de ressources, en particulier de ressources financières, et donc on manque de ressources humaines, parce que, donc il faut mettre plus d'argent. Ça, j'aimerais bien dire que c'est la solution, mais on n'aurait pas la crise actuelle vu l'argent qu'on a mis depuis 2020. On n'a jamais mis autant d'argent dans la santé, notamment avec le Ségur. Et on a bien vu que l'impact était quasi nul. Bon. Donc, si on regarde à une échelle macro, ce n'est pas une crise de ressources. Donc c'est quoi? C'est une crise d'inadaptation de notre système de santé à cette triple révolution qu'on a vue, démographique, épidémiologique et technologique. On a un système qui est ni fait
pour maximiser l'espérance de vie en bonne santé, donc avec un bras armé efficace sur cette espérance de vie en bonne santé, sur la santé des biens portants, qui n'est pas du tout intégrée dans le système, et qui doit le devenir. On a un système qui n'est pas adapté à la gestion, ce qu'on appelle à la médecine de parcours, c'est-à-dire pas simplement à l'intervention à un élément, à un temps T sur un patient, mais au suivi tout au long de son parcours du patient. C'est pas la même chose. Et puis on n'a pas un système qui a été pensé pour intégrer massivement et diffuser massivement toutes les innovations technologiques. Donc ce système ne peut pas fonctionner dans ce nouveau monde. Donc comment est-ce qu'on peut le faire fonctionner? Ce qu'on appelle la réforme systémique, qui repose sur 3 piliers. Donc 3 piliers de réforme. L'un est de nature stratégique, l'autre de nature économique et sociale, et l'autre de nature politique. Le premier pilier stratégique, c'est d'adapter la stratégie de gestion du risque au risque tel qu'il est aujourd'hui. C'est changer ce paradigme. J'ai parlé du travail aujourd'hui, tout à l'heure, c'est qu'il faut, comme on l'a fait sur le travail, non plus intervenir ex post, c'est-à-dire une fois que le risque est exprimé, une fois que la personne est malade. Je rappelle que notre système a été pensé pour s'occuper, démarrer l'intervention quand la personne est malade, a des symptômes, mais ex ante, c'est-à-dire le plus tôt possible, avant que ce risque est fait, par de l'investissement dans le capital humain, une fois dans la compétence pour le travail, et pour là, c'est dans la prévention, en particulier la prévention primaire. Donc ça, c'est ce changement de risque-là qui change l'organisation. Le deuxième pilier, c'est le pilier économique et social, c'est de changer le pilotage du système. Je l'ai dit tout à l'heure, notre pilotage du système, c'est un pilotage à partir de l'offre. Le ministère de la Santé, ce qu'il fait, c'est qu'il gère des établissements de santé, des professionnels de santé. D'accord ? Et en fait, quand vous êtes sur l'environnement que nous avons aujourd'hui, il faut partir des besoins. Donc il faut switcher d'une approche à partir de l'offre à une approche à partir des besoins de santé. Ça paraît étonnant, mais même des choses comme la démographie des professionnels de santé n'est pas gérée à partir des besoins. Chacun a son idée de ce que doit être la professionnelle, d'ailleurs ce qui change à chaque fois qu'on a souvent un changement de ministre, ce qui peut paraître étonnant. Non, il faut partir des besoins, c'est pour ça qu'il faut territorialiser. Parce que les besoins, c'est à l'échelle d'un territoire, à l'échelle dépend de mode de vie. Bon. Troisième pilier, c'est le pilier politique. On l'a évoqué, démocratisation de la santé. Ça veut dire qu'il faut un système de ce qu'on appelle de démocratie augmentée. Il faut un système démocratique, de la démocratie représentative fort, c'est-à-dire un État fort, mais fort pour faire quoi? Fort pour être stratège, un État stratège. Pourquoi? Parce qu'on bascule d'un modèle d'accès aux soins à un modèle d'accès à la santé globale. Vous voyez, c'est ça le grand... Il faut être... mais on entend encore aujourd'hui, hein, moi je serai le ministre de l'accès aux soins. Non, non, tu es le ministre de l'accès à la santé globale parce que l'accès à la bonne santé de la population en bonne santé est aussi stratégique aujourd'hui dans cet environnement que l'accès aux soins pour les personnes qui sont malades. Donc il faut basculer vers ce qu'on appelle un modèle de santé publique et non plus un modèle de soins. Et donc il faut voir loin. La santé publique, ça ne se gère pas à la petite semaine, en tout cas à l'année, comme on le fait avec des règles comptables à travers un PLFSS. Ça ne marche pas. Il faut, bien sûr qu'on verra qu'il y a des objectifs financiers à avoir, mais ces objectifs financiers, ou tout du moins ce cadre financier, doit s'inscrire à partir d'objectifs de santé publique. On sait que la demande est infinie et que l'offre est finie, et notamment l'offre financière. Donc il faut hiérarchiser. Et on hiérarchise en fonction des priorités. Et ça, c'est un exercice de santé publique. Donc, objectif de santé publique, donc un État stratège, on en dira 2 mots. Il faut que l'État soit le responsable des fonctions régaliennes, protection de la population pour les risques d'épidémie, par exemple, suivi épidémiologique de la population à l'échelle des territoires. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il faut que l'État évalue. Mais aujourd'hui, en fait, comme on a un État qui est à la fois, qui se veut un petit peu tout, y compris opérateur, il est jugé parti. C'est-à-dire qu'à travers les agences régionales de santé, il doit piloter l'opérationnel des choses et il est censé les évaluer. Vous voyez que c'est un problème. Donc il faut que l'évaluateur ne soit pas le même, on y reviendra. Donc une démocratie représentative forte et une démocratie participative, ou tout du moins sociale et sanitaire, même chose qui est forte. Pourquoi ? Parce qu'il est illusoire, qu'il n'existe plus aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que, alors que je dirais que les fondateurs du modèle
en 1945, avaient été très visionnaires parce qu'ils avaient installé une démocratie sociale, notamment à travers le paritarisme, alors que c'était pas tellement indispensable et c'était pas tellement à la mode. Mais ils avaient compris que si on voulait responsabiliser les gens, notamment dans la gestion des fonds publics solidaires, il fallait responsabiliser les gens et donc les mettre aux manettes. Hein, c'était la sécurité sociale qui a été pensée comme ça. Et bien aujourd'hui, à partir du moment où vous voulez, et on le dit aujourd'hui, que les gens se préoccupent de leur santé, soient actifs dans la gestion de leur santé, or on leur dit, mais par contre, le fonctionnement du système, c'est pas ton affaire. Non, ça ne peut pas marcher. Donc il faut avoir les deux, démocratie représentative forte, démocratie participative forte. Comment est-ce qu'on le fait? Très concrètement, pour initier la réforme, vous avez là aussi trois axes. Le premier, c'est comme souvent dans les modèles, hein, il y a la réorganisation des acteurs, il y a la réorganisation de la gouvernance, qui fait quoi, qui a pouvoir sur qui, et la réorganisation du financement. La réorganisation des acteurs, elle se fait sous un concept qu'on a appelé le service public territorial de santé, qui comprend trois choses. La territorialisation, la notion de service public, et la notion de décloisonnement du système. Hein, que sortir des secteurs où quand je sors de l'hôpital, je suis dans un autre secteur et avec d'autres acteurs. Or, moi, je suis patient et en fait, je passe de l'un à l'autre. Bon. Donc la territorialisation, c'est aller au bout de ce que l'on fait depuis 20-30 ans avec ces GHT, ces CPTS, ces territoires de permanence de soins, etc. Mais qui sont pensés pour l'offre. Il n'y a pas un Français qui connaisse sa CPTS ou son GHT. Oui, donc il faut que j'ai un seul territoire commun à tous les professionnels de santé qui soit conçu par l'État. Ça, c'est le rôle de l'État, c'est pas le rôle des professionnels de santé ou de définir, de travailler sur cette notion de territoire qui n'est pas une notion simple. Il faut un seuil critique, une taille critique, pardon, on va estimer 200 000 personnes, c'est-à-dire c'est l'unité géographique dans laquelle chaque usager va trouver les biens et services essentiels à leur santé. C'est un peu ça le principe du territoire, excusez-moi. Et donc il faut les définir. On pense qu'il y a cartographié 300 territoires en France. Problèmes très locaux. Et ça, c'est dans les mains des acteurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la gouvernance, mais c'est important que ça sont les acteurs qui délivrent. Les outils pour mener à bien cette territorialisation, elles existent. Hein. Diagnostic territorial de santé, contrat territorial de santé. Donc il faut donner une fonction à des outils qui existent. Deuxième chose, c'est la notion de service public. La France a inventé la notion de délégation de service public. Eh bien, c'est ce qu'il faut qu'elle fasse aujourd'hui. C'est dans l'esprit originel de 1945, on délègue à la sécurité sociale le pilotage des fonds publics dédiés à la santé. Et bien là, il faut déléguer aux acteurs publics et privés, et la France a été la première à déléguer à un secteur privé une notion de service public. Comme vous avez en ville, par exemple, une majorité de gens qui sont plutôt du secteur privé, et à l'hôpital, vous avez plutôt une majorité, hein, vous voyez bien que si vous travaillez à l'échelle d'un territoire, en ne vous fondant pas sur les secteurs, il faut absolument qu'il y ait cette délégation à tous les professionnels. Donc tous les professionnels sont délégataires d'une fonction, d'une mission de santé publique, aussi bien dans la prévention que dans le soin, qui est définie, que l'on connaît, mais qui sera définie. Donc il y a une égalité en fait de droits et devoirs entre tous les professionnels, quel que soit leur mode d'exercice et leur secteur d'exercice, avec à côté une équité de traitement, notamment dans le financement de ces secteurs-là. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour le bon fonctionnement. Le décloisonnement, il se fait comment? Je ne vais pas vous détailler toutes les mesures, mais à partir du moment où vous tirez le fil du service public territorial de santé, vous pouvez donc décloisonner et réorganiser les professions, mais qui se réorganiseront par eux-mêmes. La réforme que je vous décris là, elle n'a pas vocation à rentrer dans le détail de la restructuration de toutes les professions de santé. Nous pensons que c'est aux professionnels de le faire. Mais il faut dénouer un peu ce qui empêche les professionnels de s'adapter à ce nouvel environnement. Donc si on prend l'hôpital par exemple, comment est-ce qu'on casse les murs de l'hôpital? Parce que c'était les ordonnances de Bré 58. Eh bien on permet dans les carrières professionnelles de sortir du temps plein, pour ceux qui le souhaitent, à l'hôpital, et d'avoir des organisations 3-2, 4-1, 3 jours à l'hôpital, 2 jours à l'extérieur, mais pas chacun fait ce qu'il veut évidemment, sous forme de contrat d'obligation de service à 5 ans, on a proposé, et selon les besoins du service, et selon les aspirations individuelles. Il faut y mettre un petit peu de flexibilité. C'est la chose, il faut qu'à l'hôpital, la gouvernance soit
probablement plus comparable à celle qu'il y a dans le centre de lutte contre le cancer, c'est-à-dire avec un médecin à la tête et un administratif à côté, c'est-à-dire une organisation bicéphale, ça fonctionne très bien, et une décentralisation de la gestion des ressources à l'échelle des services. Donc voilà. Donc on tire le fil, on réorganise. Évidemment, en ville, on pense que cette universitarisation de la médecine de ville qui permet pas simplement d'avoir de l'enseignement et de la recherche centrée sur l'hôpital, mais aussi centrée là où sont les patients. Je rappelle que la grande majorité des patients chroniques sont debout et donc sont actifs et en ville. En tant que podologue, vous le savez très bien qu'il n'y a pas de podologue à l'hôpital. Les podologues sont là où sont les patients et ils sont debout en général. Bon. Deuxième pilier, c'est le pilier de la gouvernance. Pourquoi il faut réorganiser la gouvernance? C'est qu'aujourd'hui, encore une fois, on a une gouvernance quasi totalement étatisée, qui ne permet pas à la démocratie sanitaire et sociale de vivre et qui ne permet pas d'avoir une vision de long terme. Bon. Donc on voit bien que par rapport au nouveau modèle, il faut les faire évoluer. Donc on propose de la faire évoluer alors avec ce qui est aujourd'hui assez admis et dont on parle toute la journée, mais il faut bien savoir de quoi on parle, c'est de pluriannualité, c'est-à-dire de dire je vais, sous une forme de loi d'orientation et de programmation sanitaire, planifier à 5 ans ma stratégie et mon plan d'action en matière de santé. Donc en effet, nous pensons que c'est ce type de loi qu'il faut mettre en place, avec donc des objectifs, probablement 3 à 5 objectifs de santé publique, et puis déclinés par une stratégie nationale de santé, et déclinés par un budget de fonctionnement et d'investissement, de façon à avoir une feuille de route claire à 5 ans. Mais pour qu'on ait cette feuille de route, il ne suffit pas de dire on va avoir cette feuille de route et de faire de la pluriannualité comptable, comme on a plutôt tendance à le faire. Ça ne change rien, ça. Donc il faut réorganiser l'État en 2 pôles. Un pôle de santé publique fort et un pôle d'évaluation des biens et services. Forme un peu de haute autorité de santé. Mais quand je dis 2 pôles, c'est qu'on y intègre toute cette multitude d'agences qui existent aujourd'hui et qui se baladent et qui fait qu'on a une dissémination des ressources. Et donc une sous-utilisation des ressources qui sont exceptionnelles en France. De la même façon qu'on a des ressources exceptionnelles sur le terrain, on a des ressources d'experts qui sont de très grand niveau. Donc sous forme d'un peu de CDC, c'est Center for Disease and Control, qui est un peu ce qui fait référence, qui est aux États-Unis, ou le NICE pour l'évaluation anglais, pour l'évaluation des biens et services. Il faut s'inspirer de ce qui fait référence dans le monde. Je pense qu'on est capable de le faire. Ça, c'est en centrale nationale, mais en région et dans les départements, nous pensons qu'il faut créer des directions de santé publique, déclinaison dans les préfectures existantes. Arrêter cette expérimentation sous forme d'agence qui a montré ses limites, qui coûte cher et qui surtout, en fait, accapare tous les pouvoirs. Une fois de façon inadéquate. Qui donc va suivre le pouvoir? Parce que j'ai rappelé les 3 rôles de l'État et de ses services. Donc qui a le rôle du pilote opérationnel? Nous pensons que c'est l'assureur public, reformé, repensé dans sa gouvernance, avec notamment un élargissement de ce paritarisme, parce que nous sommes aujourd'hui sur une protection sociale non plus du travailleur, mais du citoyen, donc il faut que les représentants des usagers, les représentants des patients, les représentants des professionnels de santé, évidemment, participent à cette décision-là, mais c'est eux qui vont aller piloter à l'échelle nationale, régionale et départementale, et à l'échelle départementale, les territoires. Voilà comment on remet un petit peu d'aplomb cette gouvernance. Le dernier point, c'est le financement, qui est évidemment une des clés. C'est pas, on ne choisit pas entre est-ce qu'on fait de la réorganisation des acteurs, de la gouvernance, du financement. Les 3 sont indissociablement liés. Donc le 3e axe de la transformation du système de santé, c'est la transformation du financement. Pourquoi est-ce qu'il faut réformer notre financement, qui est donc aujourd'hui principalement à 2 étages, ou 3 étages avec un reste à charge, mais à 2 étages assurantiels avec un assureur public et assureur maladie, qu'il faudrait appeler d'ailleurs assureur santé plutôt dans ce nouveau modèle, et puis un assureur privé avec les complémentaires santé. C'est une exception française. Vous n'avez aucun autre pays qui associe un assureur privé au-dessus d'un assureur public, tout simplement parce que les 2 types d'assurance n'ont pas le même mode de financement et ne sont pas de même nature. Je pense que c'est une erreur qu'on s'est permis de garder, et maintenant il faut utiliser la chance, saisir l'opportunité d'avoir 2 types d'assureurs puissants, un assureur public et des assureurs privés, pour en faire plutôt pour en tirer plutôt les bénéfices plutôt que les désavantages. Bon. Il y a 3 choses qu'il faut viser.
La première chose, c'est ce que je viens de dire, c'est optimiser les caractéristiques de chaque assureur. C'est-à-dire qu'ils aient des missions qui correspondent à leur nature. La deuxième chose, c'est de nous donner une marge de manœuvre pour financer ce qu'on n'arrive pas à financer aujourd'hui, notamment une part importante de la prévention et une part importante des innovations. Bon. Et la troisième chose, troisième objectif, c'est de faire en sorte d'optimiser ce qu'on appelle les externalités du système de santé, c'est-à-dire l'impact du système de santé pour la vie économique et sociale, pour la diplomatie, sur la chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un investissement avec une forte rentabilité. Et comme on ne voit, on a vu jusqu'à maintenant la santé que comme une question d'absence de maladie, donc de l'approche du soin, et pas de tout le potentiel en gardant la population en bonne santé, ce que l'on peut avoir comme impact et conséquences positives pour la société, on néglige tout ça. Mais ce sont les externalités d'un système de soins qui sont les plus puissantes. Et qui font qu'en fait, nous n'avons pas de coût pour la santé, nous avons globalement un investissement à forte rentabilité. Mais si on se concentre que sur le soin, où c'est très souvent trop tard, là, véritablement, là, ce n'est plus de l'investissement, mais c'est de la dépense contrainte et de la dépense pas toujours très rentable. Comment est-ce qu'on fait? Il faut différencier donc les missions des deux assureurs. Bon. Donc vous avez l'assureur public, qui est l'assureur qui garantit l'universalité puisqu'il est unique, et qui garantit la solidarité puisqu'on est vraiment sur le modèle de 45 de chacun en fonction de ses moyens, chacun en fonction de ses besoins, qui est véritablement la redistribution même à la fois verticale des plus aisés vers les moins aisés et horizontale des malades vers les bien portants. Donc évidemment, là, c'est le cœur du financement de l'essentiel des soins seul. Évidemment, dans un champ qui est un peu plus rétréci qu'aujourd'hui, puisque nous travaillons à dépenses, à enveloppe constante, hein, je dirais par hypothèse pragmatique. On pourrait toujours dire qu'il faut augmenter les dépenses, mais on sait bien que tout ça est assez illusoire, et je ne suis pas sûr qu'au global, ça soit indispensable. Ticket modérateur non assurable, on revient à l'esprit de 45 de responsabilisation, où on a dans les soins courants une part du ticket modérateur, je pense que c'est plutôt 15%, on ne va pas rentrer dans le détail de ça, avec toutes les options, les modes d'exonération existantes pour les affections de longue durée, pour la grossesse, pour les bas revenus, et on pense qu'il faut aller plus loin dans les bas revenus, par exemple, pour prendre un exemple, les étudiants, je pense qu'ils doivent être remboursés à 100%. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur faire en sorte que ce ticket modérateur ne conduise à aucun renoncement aux soins. C'est ça, et c'est pas forcément facile, mais c'est le truc. Il faut de la responsabilisation, mais là où la responsabilisation a un impact positif et pas négatif. Bon, et ça, c'est l'économie de la santé sur laquelle on sait faire, mais c'est au cœur du modèle de 45 qu'on régénère, hein, quelque part. Et puis, vous avez les acteurs privés qui interviennent sur ce qui n'est pas pris en charge par l'assureur public en matière de panier de soins, et une partie importante de la prévention, en particulier de la prévention primaire. Je dirais un mot sur un dispositif que l'on propose et qui a déjà été utilisé dans d'autres secteurs. Sous forme d'affiliation individuelle obligatoire, donc plutôt sous une forme mutualiste ou mutualisante tout du moins. Pourquoi? Parce que si on veut optimiser la couverture, l'efficience du marché assurantiel, il faut arrêter de séparer les bons risques des moins bons risques avec ces contrats individuels et ces contrats collectifs. Bon. Pourquoi est-ce qu'il faut une affiliation obligatoire? Là, on rentre dans les imperfections du marché assurantiel. C'est que sinon, vous avez principalement les mauvais risques qui vont aller taper à la porte de l'assureur pour dire « je voudrais m'assurer ». Et donc un marché assurantiel qui s'effondre très vite. C'est ce qu'on appelle la sélection adverse. Donc vous le faites. La contrepartie de ça, c'est que vous interdisez toute sélection sur des critères médicaux ou socio-économiques. Donc, mais l'assureur n'y retrouve son compte puisqu'il sait qu'il va avoir des bons risques puisque c'est obligatoire. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez une troisième condition de succès de ça, c'est qu'il faut subventionner les bas revenus pour qu'ils soient capables de prendre cette assurance. Donc, ce contrat d'assurance permet d'avoir un accès à l'essentiel de la prévention primaire et à l'essentiel de ce qui n'est pas pris en charge par l'assureur public. Il y a deux dispositifs importants dans ce nouveau système, et j'en aurai fini. Le premier, c'est la notion de contrat thérapeutique,
qui est plus dans l'organisation des acteurs dans le premier, c'est-à-dire que, vous savez, 80% de la hausse des dépenses et les 2/3 du stock des dépenses publiques sont centrés sur les 13 millions de patients avec affection de longue durée. Donc il faut se préoccuper de l'efficience de cette dépense. Eh bien, en faisant signer un contrat thérapeutique lors du diagnostic de l'affection de longue durée par le patient et son entourage si besoin, par l'équipe médicale représentée par un coordinateur et par l'assureur public, en y mettant à l'intérieur, on a repris en travaillant dans les plans cancer, il y a eu un travail sur l'optimisation du parcours qui est trop centré sur l'hôpital, mais qui a quand même donné les outils, donc ce qu'on appelle le PPS, le plan personnalisé de santé, évidemment il faut l'intégrer dans le contrat, dans les objectifs à atteindre, les informations qui doivent être disponibles pour le patient doivent être dedans, et avec un patient qui sait, qui doit en tout cas mieux comprendre les tenants et aboutissants de son parcours, et avec un écosystème qui garantit d'avoir en tout cas les ressources humaines, technologiques et financières adaptées à cette prise en charge-là. Avec un assistant digital, ou on l'appelle comme on veut, numérique, qui va avoir comme mission de compiler toutes les données du parcours et d'être capable, probablement avec de l'intelligence artificielle très rapidement, de pouvoir proposer un bilan de ce parcours aux acteurs pour une révision annuelle avec ce que, encore une fois, les plans cancer ont structuré, ce qu'on appelle la RCP, les réunions pluridisciplinaires, de concertation pluridisciplinaire, une fois par an pour envisager... Bon. Le deuxième outil très important, c'est le compte personnel de prévention. On a vu que sur le marché du travail, pour que les gens puissent avoir accès à ces services de formation qu'on voulait leur donner pour muscler leur capital humain en matière de compétences, eh bien on a fait ce compte personnel, c'est-à-dire que chacun peut aller sur son compte et voir la somme d'argent disponible et voir les types de services les plus en phase avec leurs besoins de compétences. Eh bien, il faut faire la même chose en matière de prévention, c'est-à-dire que vous avez des centaines ou des milliers de services, peuvent être des outils numériques, qui peuvent être le paiement d'une activité sportive, chacun en fonction de ses besoins. Eric Bizard, merci. Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Alain Savot.